La gifle cinglante d'un mensonge résonna plus fort que le fracas du verre de vin. Pour Rose Moreau, debout dans la somptueuse salle à manger de la Cuillère Dorée, c'était le bruit de sa vie qui touchait le fond. Renvoyée, humiliée et faussement accusée de vol, elle fut jetée dans les rues froides de la ville, avec pour seul bien un loyer en retard d'1 mois et le pendentif en argent usé autour de son cou, son unique lien avec un passé qu'elle n'avait jamais connu. Elle serra le métal familier, une petite rose des vents complexes, ignorant que sa disgrâce publique avait été observée depuis un coin sombre. Elle n'avait aucune idée que le milliardaire le plus puissant et énigmatique de la ville, un homme hanté par son propre passé tragique, était sur le point de voir ce même pendentif et de voir son monde entier s'arrêter net. L'air à la Cuillère Dorée était épais de l'odeur de l'argent et du canard rôti. C'était une symphonie de vers que, ils s'entrechoquent, de conversations feutrées mais importantes, et du frottement subtil de l'argenterie sur la porcelaine. Pour les clients, c'était une soirée de plaisir. Pour Rose Moreau, c'était 6 heures de plus sur ses pieds endoloris, à jongler entre un sourire fragile et de lourds plateaux. Rose n'était pas naïve. Elle connaissait sa place dans cet écosystème. Elle était un fantôme dans un uniforme noir impeccable, là pour faciliter le luxe, pas pour y prendre part. À 24 ans, sa vie avait été une série d'adresses temporaires et de liens éphémères, une conséquence de son enfance passée dans le tourbillon impitoyable de l'aide sociale à l'enfance. Elle n'avait pas d'album de famille, pas de maison d'enfance à revisiter. Tout ce qu'elle possédait était une éthique de travail acharnée, une résilience tranquille et ce pendentif en argent. Il était avec elle lorsqu'on l'avait trouvée, toute petite, un indice métallique silencieux, yeux sur une origine qu'elle avait passé d'innombrables nuits à essayer d'imaginer. Le pendentif, une rose des vents détaillée avec un minuscule éclat de saphir à la pointe nord, était son ancre dans une vie qui lui avait toujours semblé à la dérive. Ce soir, son ancre lui paraissait particulièrement lourde. Sa section comprenait la table 7, occupée par la redoutable Madame Delacroix et ses 2 compagnons silencieux et renfrognés. Béatrice Delacroix était une femme sculptée dans la désapprobation, son visage un masque de suffisance pincée, ses doigts lourds de diamants qui captaient la lumière et semblaient se moquer de l'humble condition de quiconque gagnait un salaire horaire. Serveuse ? Avait-elle claqué plus tôt sans même la regarder. Plus d'eau, sans glaçons cette fois. Pensez-vous que j'apprécie le bruit de la glace qui fond ? C'est distrayant. Rose avait simplement souri, son sourire poli et entraîné. Bien sûr, madame, tout de suite. Le véritable problème commença avec le vin. C'était une bouteille de Château Margaux qui coûtait plus que le loyer mensuel de Rose. Madame Delacroix avait fait tout un spectacle en le reniflant, en le faisant tourner dans son verre, avant de donner un signe d'approbation réticent. Rose versa le premier verre avec la main assurée d'une professionnelle aguerrie. C'est alors qu'elle se penchait pour remplir le second verre que l'incident se produisit. L'un des compagnons de Madame Delacroix, un homme à l'air ennuyé, fit un geste ample en racontant une histoire, son bras heurtant de plein fouet celui de Rose. La bouteille bascula. Une cascade de liquide pourpre, un millier d'euros déferlant sur la nappe blanche immaculée, éclaboussant le corsage de la blouse en soie crème de Madame Delacroix. Un hoquet collectif fit taire les tables environnantes. Madame Delacroix se leva d'un bond, un air d'horreur théâtrale sur le vis. « Oh, espèce d'imbécile maladroite, regardez ce que vous avez fait, cette blouse est fichue, c'est de la haute couture !»« Je suis terriblement désolé, madame, » commença Rose, son cœur battant la chamade contre ses côtes. « Votre invité ? Mon invité ? Vous osez blâmer mon invité pour votre incompétence ?» La voix de Madame Delacroix monta jusqu'à un crescendo strident, attirant tous les regards du restaurant. « Vous êtes négligente. » C'est précisément le genre de service auquel on s'attend dans les endroits qui embauchent la racaille. Le directeur du restaurant, M. Lambert, un homme dont la colonne vertébrale était faite de gelée et dont la principale compétence était d'apaiser les riches, arriva en toute hâte. Il était petit et chauve, et il transpirait déjà. « Madame Delacroix, mes plus profondes excuses. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, ignorant complètement Rose. « Non, tout ne va pas bien, Jonathan, » cracha-t-elle, utilisant son prénom pour affirmer sa domination. « Votre serveuse a ruiné ma soirée et ma tenue. J'attends du restaurant qu'il me dédommage entièrement pour les dégâts. »« Bien sûr, l'apaisa Lambert. Le repas est offert par la maison, et nous couvrirons, évidemment, le coût de la blouse. Nous nous occupons de tout. » Rose resta figée, humiliée. Elle savait que ce n'était pas de sa faute, mais elle savait aussi que dans ce monde,
La vérité était une monnaie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle commença à ramasser discrètement les serviettes souillées, son visage brûlant de honte. Puis les yeux de Madame Delacroix se plissèrent. Elle laissa échapper un petit cri aigu, sa main volant à son cou, puis à son poignet, puis à ses doigts. « Ma bague » murmura-t-elle, sa voix soudainement chargée d'une nouvelle accusation, plus venimeuse encore. « Mon Dieu, ma bague en diamant. Elle a disparu. » La panique éclate, hâta. Les compagnons de la femme commencèrent à regarder sous la table. Le visage de M. Lambert passa de pâle à blanc fantomatique. « Ma bague de fiançailles en saphir », précisa Madame Delacroix, son regard se posant sur Rose. « Un héritage familial. Elle était à mon doigt il y a un instant, pendant l'agitation. » Elle pointa un doigt accusateur et tremblant vers Rose. « Vous m'avez bousculé. Vous étiez près de moi. Vous avez dû la prendre. » L'accusation flotta dans l'air, épaisse et empoisonnée. C'était absurde, c'était impossible. Mais la certitude dans la voix de Madame Delacroix était glaçante. « Madame, je ne ferai jamais une chose pareille, » dit Rose, sa propre voix tremblant maintenant, non pas de peur, mais d'une marée montante d'indignation. « Je ne vous ai pas touché, et je n'ai certainement rien volé. »« Fouillez-la » exigea Madame Delacroix, sa voix résonnant d'autorité. Monsieur Lambert se tourna vers Rose, et, son expression un mélange de panique et de sinistre résolution. « Rose, videz vos poches. »« Monsieur Lambert, c'est de la folie, » plaida Rose, ses yeux balayant la mer de visages jugeurs. « Je travaille ici depuis 2 ans. Vous me connaissez. Videz vos poches, maintenant. » Sa voix était froide, définitive. Les mains tremblantes, Rose sortit le contenu des poches de son tablier. Un carnet, un stylo, quelques euros froissés en pourboire et un tube de baume à lèvres. Rien d'autre. « Vous voyez, » dit-elle, la voix brisée, « il n'y a rien. » Madame Delacroix ricana. Elle l'a évidemment caché ailleurs. Peut-être dans son casier, ou peut-être l'a-t-elle fait glisser pendant le chaos. Je veux que la police soit appelée, je veux qu'elle soit arrêtée. C'était le point de rupture pour Lambert. Le mot « police », dans son établissement impeccablement organisé, était un cauchemar. Il devait mettre fin à cela. Et il n'y avait qu'un et seule façon de le faire sans impliquer les forces de l'ordre. Il devait offrir un sacrifice. Il se tourna vers Rose, ses yeux dépourvus de toute sympathie. « Rose Moreau, vous avez causé une perturbation majeure, endommagé la propriété d'une cliente, et vous êtes maintenant accusée de vol. Nous avons une politique de tolérance zéro. Vous êtes renvoyée. Prenez vos affaires dans votre casier et quittez les lieux immédiatement. » Les mots la frappèrent comme un coup physique. Renvoyée. « Mais je n'ai rien fait. Ma décision est finale. Sortez, » siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. « N'aggravez pas les choses pour vous-même. » Des larmes piquèrent les yeux de Rose, chaudes et furieuses. Elle regarda le visage lâche de Lambert, puis le sourire triomphant de Madame Delacroix. Il n'y avait pas de justice ici. Il n'y avait que le pouvoir et l'argent, et elle n'avait ni l'un ni l'autre. Ravalant la bile de l'injustice, elle tourna les talons sans un mot de plus. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la voir s'effondrer complètement. Elle parcourut le long chemin solitaire jusqu'au vestiaire du personnel, les regards des clients lui piquant le dos comme de minuscules aiguilles. Elle vida son casier, une collection pathétique d'un pull usé, d'un livre de poche écorné et d'une paire de chaussures confortables de rechange. Alors qu'elle enfilait son mince manteau, ses doigts se portèrent instinctivement vers le métal frais de son pendentif. Elle le serra, la forme familière de la rose des vents, un petit réconfort solide dans un monde qui venait de s'effondrer sous ses pieds. Elle sortit par la porte de service de la ruelle, les bruits du restaurant s'estompant derrière elle. L'air froid de la nuit lui frappa le visage, et pour la première fois, elle laissa une seule larme tracer un chemin sur sa joue. Elle était sans emploi, faussement accusée et complètement seule. Elle resserra son manteau, la rose des vents en argent son unique chaleur, et s'enfonça dans l'obscurité indifférente de la ville, sans jamais se retourner. Dans une alcôve isolée au fond de la cuillère dorée, Sébastien Chevalier sirotait un verre de scotch depuis 2 heures. Il méprisait les endroits comme celui-ci, la richesse performative, les conversations superficielles, mais ce restaurant, ce soir précis, était un rituel. C'était le 22e anniversaire du jour où son monde s'était fracturé, le jour où sa sœur de 6 ans, Anastasie, s'était perdue dans les vagues. Le restaurant occupait le même bâtiment qui abritait autrefois un petit bistrot familial que ses parents adoraient. C'était le dernier endroit où ils avaient tous mangé ensemble en famille avant le voyage fatal.
Chaque année, Sébastien venait ici, s'asseyait seul, et laissait les fantômes de son passé s'asseoir avec lui. À 32 ans, S. et Bastien Chevalier était un nom qui commandait le respect et inspirait la peur dans les salles de conseil du monde entier. Il avait bâti un empire de plusieurs milliards d'euros à partir de rien, dans la technologie et le capital investissement. Son visage était connu des couvertures de magazines, son succès légendaire, mais les costumes sur mesure impeccables et l'air de confiance inébranlable n'étaient qu'une armure protégeant un noyau de chagrin profond et non guéri. Il avait survécu à l'accident de bateau qui avait coûté la vie à ses parents et à sa sœur. On l'avait retrouvé accroché à un débris. Mais Anastasie, la douce Anastasie aux yeux brillants, avait tout simplement disparu, présumée noyée. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Il avait observé le drame à la table 7 avec un œil détaché et cynique. La femme gâtée et théâtrale, le manager faible et complaisant, la jeune serveuse troublée. C'était une petite pièce de théâtre, fastidieuse, qu'il avait vue sous 100 formes différentes. Il ressentit une lueur de pitié pour la fille, mais elle fut fugace. Le monde était un endroit injuste. Il avait appris cette leçon à l'âge de 10 ans. Quand le manager renvoya la serveuse, Sébastien se contenta de prendre une lente gorgée de son scotch. C'était brutal, mais ce n'était pas ses affaires. Il était sur le point de demander l'addition, prêt à se retirer dans le silence stérile de son penthouse, lorsque la fille passa devant son box. Elle essayait clairement de se contenir, le menton haut, mais les yeux brillants de larmes non versées. Alors qu'elle passait, un commis de salle transportant une pile précaire d'assiettes fit une embardée pour éviter un autre serveur, la heurtant directement. Une petite cascade pathétique d'objets tomba de son sac ouvert. Un livre de poche, un tube de baume à lèvres, un trousseau de clés. Elle laissa échapper un léger soupir de défait, et s'agenouilla pour les ramasser. En se penchant, la simple chaîne autour de son cou se balança vers l'avant, et le pendentif qui avait été caché sous son uniforme apparut, captant la faible lumière ambiante. Pour Sébastien Chevalier, le monde ne s'arrêta pas seulement. Il fut violemment rembobiné, déchirant 22 ans de tissu cicatriciel en une seule seconde brutale. Ce n'était pas possible. Son esprit, habituellement une forteresse de logique et de risques calculés, devint un maelstrom d'émotions brutes et oubliées. Il ne regardait pas un bijou. Il regardait son passé. Il regardait un fantôme, le pendentif, une rose des vents en argent. Il en connaissait chaque détail sans même avoir à le voir de près. Il savait que les 4 points cardinaux étaient légèrement plus arrondis qu'un dessin traditionnel. Il savait que le E de Est était stylisé pour ressembler à une vague. Et il savait, avec une certitude qui lui coupa le souffle, que s'il le retournait, il trouverait 2 paires d'initiales gravées au dos, L, C et A, C. Lucien et Anastasie Chevalier. Son père les avait fait faire sur mesure par un joaillier à Genève. Le sien était une lourde chevalière qu'il ne portait jamais. Le sien à elle était ce délicat pendentif en argent qu'elle n'enlevait jamais. Son cœur, un muscle qu'il considérait depuis longtemps comme dormant, se mit à marteler ses côtes avec une force qui lui donna le vertige. Anastasie. La fille, rose comme l'avait appelée le manager, ramassa rapidement ses affaires, rentra le pendentif dans sa chemise et se redressa. Elle ne regarda pas dans sa direction. Elle continua simplement à marcher, les épaules voûtées, en direction de la sortie. « Attendez !» croassa Sébastien, mais le mot était un étranger dans sa propre gorge, à peine un murmure. Il se poussa hors de la banquette, les jambes chancelantes. Il jeta quelques billets de 100 € sur la table bleue, son esprit courant plus vite qu'il ne l'avait jamais fait lors d'une prise de contrôle hostile. Il devait la rejoindre. Il devait voir ce pendentif de plus près. Il devait savoir. Il traversa le restaurant à grandes enjambées, ignorant les regards curieux. Il atteignit la porte d'entrée et la poussa, l'air frais de la nuit le saisissant. Il balaya la rue du regard. Il la vit, une petite silhouette solitaire déjà à mi-chemin du pâté de maison, sur le point de tourner à un coin de rue. « Hé, attendez !» cria-t-il, sa voix plus forte cette fois, résonnant dans la rue calme. Soit elle ne l'entendit pas, soit elle choisit de l'ignorer. En quelques secondes, elle tourna au coin et disparut. Sébastien resta sur le trottoir, le frisson fantôme de l'Atlantique en 1999 picotant sa peau. Les lumières de la ville se brouillèrent autour de lui. Le bruit, les gens, le monde entier s'estompèrent en un bourdonnement insignifiant. Tout ce qui excite. Stet était l'image impossible gravée dans son esprit. Le pendentif de sa sœur disparut autour du cou d'une serveuse renvoyée. Il n'était pas un homme qui croyait au miracle. Il croyait aux faits
aux données et aux preuves tangibles. Mais ce qu'il venait de voir défiait toute logique. C'était une chance sur 1 milliard. C'était impossible, et pourtant il l'avait vu. Un sentiment nouveau et inconnu commença à couver au fond de son estomac, déplaçant le chagrin froid qui y vivait depuis 2 décennies. C'était un feu féroce, désespéré et totalement dévorant. C'était l'espoir. Il se retourna et retourna dans le restaurant, son expression maintenant celle d'une détermination sombre et inébranlable. Les clients s'écartèrent devant lui comme la mer. Il se dirigea droit vers M. Lambert, qui était encore en train de s'aplatir devant une Madame Delacroix légèrement calmée. La présence de Sébastien fut comme une chute soudaine de l'âpre sillon barométrique. Lambert leva les yeux, ses prunelles s'élargissant en reconnaissant le milliardaire le plus redoutable de la ville. « Monsieur Chevalier, balbutia-t-il, c'est un honneur de vous avoir ce soir. J'espère que tout était à votre satisfaction. » Sébastien ignora les politesses. Sa voix était basse, froide, et portait une menace indubitable. « La serveuse que vous venez de renvoyer, Rose Moreau. Je veux son dossier. Je veux son adresse, son numéro de téléphone, chaque information que vous avez sur elle. Vous avez 60 secondes. » Le sourire flagorneur de M. Lambert se dissolut en un masque de pure terreur. Sébastien Chevalier n'était pas un homme que l'on mécontentait. Les légendes sur sa cruauté en affaires étaient chuchotées dans tous les coins du monde financier. Avoir cette concentration froide et prédatrice dirigée contre lui, pour une simple serveuse licenciée, était un cauchemar qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Son dossier, monsieur Chevalier. Les dossiers du personnel sont confidentiels, commença faiblement Lambert, son instinct de conservation luttant contre la politique de l'entreprise. Sébastien n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Il se pencha simplement légèrement en avant, ses yeux gris comme des éclats de granit. La confidentialité est un privilège que vous ne pouvez plus vous permettre. Vous avez un restaurant à gérer. Une inspection de l'hygiène et de la sécurité est prévue pour demain à 8 heures. Un audit fiscal complet des registres de votre société mère peut être lancé d'un simple coup de fil. Je peux faire fermer cet établissement avant que vous n'ayez bu votre café du matin. Maintenant, je vais vous le demander une dernière fois. Où est son dossier ? Des perles de sueur apparurent sur le front de Lambert. Il déglutit difficilement. Tout de suite, monsieur Chevalier. Par ici. Il sprinta presque jusqu'à son bureau exigu à l'arrière, cherchant à tâtons une clé pour un classeur. Il en sortit un mince dossier en manille, étiqueté « Moreau, Rose », et le tendit à Sébastien d'une main tremblante. Sébastien le lui arracha et l'ouvrit. Les informations étaient rares. Une adresse dans un quartier délabré de l'autre côté de la ville, un numéro de téléphone portable et un numéro de sécurité sociale. Pas de plus proches parents, pas de contact d'urgence. C'était le dossier d'une personne totalement seule au monde, tout comme Anastasie le serait. Il sortit son téléphone et prit une photo de la seule page. Il regarda ensuite les 2 personnes toujours à la table 7. Madame Delacroix le regardait avec un mélange d'admiration et de peur. « Quant à vous, dit Sébastien, sa voix dégoulinant de glace, votre repas n'est plus offert par la maison. Vous paierez pour le vin que vous avez intentionnellement fait renverser. Et si j'entends un jour que vous fréquentez un établissement dans lequel j'ai des parts, ce qui est plus que vous ne pouvez l'imaginer, vous serez expulsé. Suis-je clair ?» Madame Delacroix, qui avait terrorisé un manager quelques instants auparavant, ne put cocher la tête, le visage blême et la bouche bée. Sébastien se retourna et partit sans un autre mot. Dès qu'il fut à l'intérieur de sa berline avec chauffeur, l'armure du milliardaire au cœur froid tomba, remplacée par l'urgence brute d'un frère qui venait peut-être de trouver un fantôme. « Marc, dit-il dans son téléphone, la voix tendue. « Changement de plan. Je t'envoie une photo, un nom, Rose Moreau et une adresse. Je veux que tu la trouves, maintenant. Sois discret. Je ne veux pas l'effrayer. Contente-toi de la repérer. Confirme qu'elle est là, c'est tout. » Marc, sans lien de parenté mais lié par une décennie de loyauté et un passé commun dans l'armée, était le chef de la sécurité de Sébastien. Anne est son seul véritable confident. Sa voix revint, calme et stable. « Compris. J'y vais. » Pendant que Marc se mobilisait, Rose vivait la nuit la plus longue de sa vie. Elle avait pris le bus pour retourner à son petit appartement miteux, l'injustice de la soirée lui retournant l'estomac. L'accusation de vol était ce qui faisait le plus mal. Toute sa vie, elle s'était targuée de son intégrité. C'était la seule chose qu'elle possédait, la seule chose qu'elle s'était construite, et en un instant, cela lui avait été arraché par le caprice d'une femme riche. Elle s'assit sur le bord de son matelas bosselé, la seule fenêtre donnant sur un mur de briques. La vie d'expulsion scotchée à sa porte semblait se moquer d'elle.
Elle comptait sur son prochain salaire pour supplier son propriétaire de lui accorder une semaine de plus. Maintenant, c'était fini. La panique commença à s'installer, froide et aiguë. Qu'allait-elle faire? Où irait-elle? Dwight, comme toujours en période de stress, trouvèrent près le pendentif. Elle le sortit et le regarda. La rose des vents en argent, un guide sans véritable nord à offrir. Au dos, elle traça les gravures élégantes et familières qu'elle avait mémorisées enfant. Ad astra per aspera. Elle avait cherché la signification une fois. À travers les épreuves, vers les étoiles. En dessous, il y avait les initiales LC et AC. Qui étaient LC et AC? Ses parents? Un frère ou une sœur? Les questions étaient une douleur sourde et constante dans son cœur. Ce soir, la douleur était plus vive que jamais. Le pendentif ressemblait moins à un réconfort qu'à une blague cruelle, un vestige d'une vie et d'une famille qui lui avaient été refusés. Pendant un instant fugace et désespéré, elle se demanda ce qu'il pouvait valoir. Pourrait-elle le mettre en gage? La pensée lui parut une trahison, la rupture de son seul lien avec sa propre histoire. Elle chassa cette idée, dégoûtée d'elle-même. Une heure plus tard, Marc arriva à l'immeuble délabré. C'était un homme grand et imposant, qui se déplaçait avec une efficacité silencieuse qui le faisait se fondre dans le décor. Il ne s'approcha pas de la porte. Au lieu de cela, il parla au concierge mécontent de l'immeuble. Un billet de 50 € rendant l'homme remarquablement serviable. « Ouais, la fille du 3B, Rose, » dit le concierge en empochant l'argent. « Elle a reçu un avis d'expulsion hier. Je l'ai vue faire ses cartons cet après-midi. Elle a dit qu'elle restait chez une amie un moment, pour essayer de s'organiser. Aucune idée de qui ou d'où. Aucune idée d'où elle est. » Sébastien arpentait son vaste penthouse minimaliste. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme une galaxie d'étoiles indifférentes. La frustration, une émotion rare pour lui, montait. Disparaître. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Trouve la marque. Utilise toutes les ressources nécessaires. Activité de carte de crédit, localisation de téléphone, réseaux sociaux, dossier de la préfecture. Je veux savoir où elle a acheté son dernier café. Je veux savoir où elle est. Je m'en occupe, répondit Marc. Mais une fille sans crédit, avec un téléphone prépayé et pas de voiture, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Alors achète la botte de foin, ordonna Sébastien, la voix tendue, et brûle-la jusqu'à ce que tu trouves l'aiguille. Il raccrocha et regarda par la fenêtre. Pendant 22 ans, il avait accepté qu'Anastasie soit partie. Il avait bâti une vie, eu un empire sur les fondations de cette perte. Maintenant, un simple aperçu d'un pendentif en argent avait fait voler en éclats ses fondations. Si c'était elle, si elle avait été en vie tout ce temps, menant une vie de pauvreté et de lutte pendant qu'il vivait dans un luxe inimaginable. La pensée était un couteau dans son âme. La chasse était lancée. Sébastien Chevalier, un homme qui pouvait localiser n'importe quel actif, suivre n'importe quelle action et découvrir n'importe quel secret d'entreprise, traquait maintenant une seule femme seule dans une ville de millions d'habitants. Et alors que les heures se transformaient en jours, l'aiguille restait obstinément, douloureusement perdue dans la botte de foin. Rose Moreau, semblait-il, s'était volatilisée sans laisser de traces. 3 jours passèrent. 3 jours de silence exaspérant et d'impasse. L'équipe de Marc, la meilleure que l'argent puisse acheter, ne trouva rien. Rose Moreau paye, et tout en espèces. Son téléphone était un modèle prépayé bon marché qu'elle avait cessé d'utiliser la nuit de son licenciement. Elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, pas de permis de conduire, pas d'historique de crédit digne de ce nom. C'était un fantôme, naviguant avec expertise dans les failles d'une société construite sur les empreintes numériques. Sébastien devenait plus instable à chaque heure qui passait. Son empire commercial, habituellement son unique préoccupation, était négligé. Des contrats de plusieurs millions d'euros restaient en suspens. Son personnel marchait sur la pointe des pieds autour de lui, terrifié par la fureur silencieuse qui émanait de son bureau. Il était un prédateur privé de sa proie, et sa frustration commençait à se transformer en désespoir. Avait-il eu tort? Avait-il imaginé la scène? Était-ce juste un pendentif similaire, une coïncidence cruelle qu'il avait lancée dans cette folle peau, Ursuite? Il ne pouvait l'accepter. Sa mémoire était édétique. Il savait ce qu'il avait vu. Le 4e jour, arpentant son bureau comme un fauve en cage, il s'arrêta. Il réfléchissait comme un milliardaire, en utilisant la technologie et l'argent. Il devait penser à la source, au restaurant, à l'incident lui-même. « Marc, dit-il, appelant son chef de la sécurité. Arrête de chercher Rose pour le moment. Je veux que tu changes de cible.
Je veux tout savoir sur la femme de la table 7, Béatrice Delacroix. »« La cliente ?» demanda Marc surpris. « Celle qui a accusé Rose de vol. Creuse sur elle, ses finances, son mari, sa vie sociale. Je veux savoir ce qu'elle a mangé au petit déjeuner. Je veux un levier. » La voix de Sébastien était sombre. Il sentait que quelque chose clochait dans cette histoire, quelque chose de trop théâtral dans son indignation. Il fallut moins de 24 heures à Marc pour démanteler la façade soigneusement construite des Delacroix. Ce qu'il trouva était explosif. Le mari de Béatrice, Richard Delacroix, était au bord d'une faillite catastrophique. Son entreprise d'import-export perdait de l'argent à flot et ils étaient endettés jusqu'au cou. Les vêtements de haute couture, le vin cher, les diamants tape à l'œil, tout n'était qu'une mascarade. Ils étaient ruinés et désespérés. « La bague qu'elle prétendait voler », rapporta Marc à Sébastien au téléphone. « Le saphir hérité. Elle a mis en gage le vrai il y a 6 mois lors d'une vente privée pour couvrir une dette de jeu. Celui qu'elle portait ce soir-là était une très bonne réplique en oxyde de zirconium, valant peut-être 500 €. Sébastien resta parfaitement immobile, les pièces du puzzle s'emboîtant avec une clarté froide et brutale. C'était une arnaque. « On dirait bien, » confirma Marc. « Mon analyste pense qu'elle prévoyait de provoquer une scène pour faire pression S, eurent l'assurance du restaurant et obtenir un dédommagement massif pour l'héritage volé. Le vin renversé lui a donné l'occasion parfaite. La serveuse n'était qu'un bouc émissaire commode. Une rage noire et glaciale, plus pure que tout ce qu'il avait jamais ressenti, s'installa en Sébastien. Rose n'avait pas seulement été renvoyée, elle avait été piégée, sa vie ruinée pour faciliter une arnaque à l'assurance bon marché. « Organise une rencontre avec Madame Delacroix, » ordonna Sébastien, « ici, dans mon bureau, maintenant. » Pendant ce temps, la situation de Rose était passée de critique à désespérée. L'amie chez qui elle logeait, une autre serveuse nommée Sophie, avait ses propres problèmes et ne pouvait pas l'héberger longtemps. Rose avait passé des jours à battre le pavé, cherchant n'importe quel travail, restaurant, café, bar, mais l'histoire de la cuillère dorée semblait la suivre. Un simple coup de fil discret d'un monsieur Lambert, concerné, à quelques collègues de l'industrie avait suffi à la mettre sur liste noire officieusement. Personne ne voulait embaucher une voleuse présumée. Son argent était épuisé. Il ne lui restait que quelques euros et la douleur lancinante dans son estomac était un rappel constant de son échec. Ce soir-là, assise dans la minuscule cuisine de Sophie, elle prit une décision qui lui donna l'impression qu'on lui arrachait un morceau d'âme. Elle devait vendre le pendentif. Le cœur lourd, elle trouva une boutique de prêteurs sur gage crasseuse et poussiéreuse dans un quartier qu'elle évitait habituellement. Le prêteur, un homme aux cheveux gras et au regard suspicieux, examina la rose des vents sous une loupe de bijoutier. « C'est de l'argent. »« Ça ne vaut pas grand-chose, » grogna-t-il. « Je vous en donne 50 €. » 50 ? Le cœur de Rose se serra. Mais la finition est si détaillée, et la petite pierre. La pierre y est un éclat de saphir, peut-être. Trop petite pour compter. La valeur ici n'est pas le matériau, c'est la fabrication, c'est du sur-mesure. Haut de gamme, probablement d'Europe. Genève, peut-être, à en juger par le style du fermoir. Il la regarda, ses yeux se plissant. « Où une fille comme vous a-t-elle trouvé quelque chose comme ça ?»« C'est à moi, » dit Rose sur la défensive, sa main planant au-dessus du bijou. « C'est tout ce que j'ai de ma famille. »« Bien sûr. Écoutez, 50 €, à prendre ou à laisser, » dit-il, déjà désintéressé. Rose hésita. Genève. Le mot résonna dans son esprit, un endroit qu'elle n'avait vu que dans les films. C'était le premier véritable indice sur son passé qu'elle ait jamais eu. Soudain, le vendre lui parut encore plus impossible. « Non, » dit-elle en reprenant le pendentif. « Je suis désolée, je ne peux pas. » Elle quitta la boutique, le cœur lourd, mais résolu. Elle mourrait de faim avant de le vendre. Ce simple mot, Genève, avait ravivé une minuscule braise d'espoir. À ce moment précis, à 3 kilomètres de là, Béatrice Delacroix était conduite dans le bureau du penthouse de Sébastien Chevalier. La pièce était plus grande que tout son appartement, avec une baie vitrée offrant une vue divine sur la ville. Sébastien était assis derrière un immense bureau en obsidienne, sans parler, se contentant de l'observer. Marc se tenait près de la porte, une sentinelle immuable. « Monsieur Chevalier, » commença Béatrice, essayant de projeter un air de sophistication perplexe. « On m'a dit que vous souhaitiez me voir. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. »« Asseyez-vous, » ordonna-t-il. Elle s'assit. Il laissa le silence s'étirer, une tactique qu'il utilisait pour déstabiliser même les dirigeants les plus endurcis. Finalement,
Il fit glisser une seule feuille de papier sur le bureau. C'était une copie du récépissé du Mont de Pie, était pour sa véritable bague en saphir. Le visage de Béatrice devint blanc. Tout le sang s'en retira, laissant derrière lui une coquille cireuse et terrifiée. « Votre arnaque était pathétique, » dit Sébastien, sa voix calme mais mortelle. « Vous et votre mari êtes en faillite. Vous avez mis en scène tout l'incident au restaurant pour escroquer leur compagnie d'assurance, et ce faisant, vous avez détruit la vie d'une jeune femme innocente pour ce qui aurait été une somme dérisoire. Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutia-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Ne me mentez pas, claqua-t-il, sa voix cinglante comme un fouet. J'ai le pouvoir non seulement de vous exposer, mais aussi de financer personnellement les poursuites contre vous. Vous serez accusé de fraude, de faux témoignages et de complot. Les actifs commerciaux restants de votre mari seront gelés. Vous perdrez tout. Vous irez en prison. Ou alors, il m'a. Erquin pause, laissant l'alternative flotter dans l'air. Vous pouvez m'aider. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Béatrice, emportant les derniers vestiges de son sang-froid. Vous aider? Comment? Que voulez-vous? Je veux trouver Rose Moreau, dit-il. Vous avez une dette envers elle. Une dette que vous ne pourrez jamais rembourser. Mais vous commencerez par m'aider à la retrouver. Vous allez vous creuser la cervelle pour chaque détail de cette nuit. A-t-elle dit quelque chose? Mentionné quelqu'un? Un endroit où elle allait? N'importe quoi? Béatrice, sanglotant maintenant de manière incontrôlable, essaya de réfléchir. Non, rien. Elle est juste partie. Elle était si silencieuse. Puis une lueur de souvenir. Attendez. Le commis de salle, celui qui l'a bousculé. Il l'a aidé à ramasser ses affaires. Il a peut-être vu quelque chose, entendu quelque chose. C'était une petite piste, mais c'était plus que ce qu'ils avaient eu depuis des jours. « Marc, » ordonna Sébastien, « retourne au restaurant. Trouve le commis. Prends sa déposition. Maintenant. » Alors que Marc partait, Sébastien fixa la femme brisée devant lui. Il ne ressentait aucune pitié, seulement un besoin brûlant de réparer le tort catastrophique qu'elle avait déclenché. Il était plus proche que jamais, et il ne laisserait pas la piste se refroidir à nouveau. Le commis, un jeune étudiant nommé Léo, fut une mine d'informations. Terrifié mais désireux d'aider après que Marc lui eut expliqué la situation et offert une généreuse récompense pour son temps, il raconta sa brève interaction avec Rose. « Elle était vraiment bouleversée, » dit Léo en se tordant les mains. « Quand ses affaires y sont tombées, je l'ai aidée à les ramasser. J'ai vu son collier. C'était cool, comme une vieille boussole. Elle se parlait à elle-même, murmurant quelque chose comme quoi le canapé de Sophie ne durerait pas éternellement et qu'elle devait trouver un travail avant de finir au foyer. « Un foyer ?» insista Marc. « A-t-elle dit lequel ?»« Oui, je crois. Celui sur la rue de l'Ouest, le refuge de l'espoir, un foyer pour femmes. Ma tante y fait du bénévolat parfois. Je crois que Rose a dit qu'elle y avait séjourné il y a des années, quand elle est sortie du système. C'était la percée dont ils avaient besoin. » Marc transmit instantanément l'information à Sébastien. « Le refuge de l'espoir. C'est une forte possibilité, Seb. Ça colle. »« J'y vais moi-même, » dit Sébastien, la voix chargée d'émotion. Il attrapa ses clés de voiture, renonçant à son chauffeur. Ce n'était pas une tâche qu'il pouvait déléguer. C'était un voyage qu'il devait faire seul. Il traverse la ville, les jointures blanches sur le volant. Son esprit était un tourbillon d'espoir et de terreur. Et si c'était elle, que dirait-il? Comment se présente-t-on à une S, heure qui se croit orpheline, et si elle le détestait pour la vie qu'il avait eue, la vie qui lui avait été refusée? Et si, après tout cela, ce n'était pas elle, et si ce n'était qu'une dernière et cruelle torsion du destin? Il se gara à un pâté de maison du refuge de l'espoir, un modeste mais propre bâtiment en briques. Il resta assis dans sa voiture pendant 5 bonnes minutes, se reprenant, son cœur menaçant de s'échapper de sa poitrine. Il sortit enfin et se dirigea vers l'entrée, un homme qui commandait les marchés mondiaux se sentant aussi vulnérable qu'un enfant perdu. À l'intérieur, le foyer était calme et sentait l'antiseptique et la soupe chaude. Une femme au visage aimable à la réception leva les yeux. « Puis-je vous aider, monsieur ?»« Je cherche quelqu'un, » dit Sébastien, la voix plus rauque que d'habitude. « Son nom est Rose Moreau. On m'a dit qu'elle pourrait être ici. » L'expression de la femme était méfiante. « No, us ne donnons pas d'informations sur nos résidentes. »« S'il vous plaît, » insista Sébastien, se penchant en avant, son désespoir l'emportant sur son autorité habituelle. « C'est une affaire de famille. C'est urgent. Une question de vie ou de mort. » La femme étudia son visage, voyant au-delà du costume cher l'angoisse brute dans ses yeux. Elle hésita, puis hocha lentement la tête.
Elle s'est enregistrée il y a 1 heure. Chambre 204. Mais elle ne prévoit pas de rester. Elle rassemble juste ses dernières affaires entreposées ici. Elle quitte la ville ce soir. Quitter la ville. Il l'avait presque manqué. Il monta les escaliers 4 à 4. Le couloir était étroit, peint d'un jaune pâle et stérile. Il trouva la chambre 204. La porte était légèrement entr'ouverte. Il pouvait entendre de légers bruits de mouvement à l'intérieur. Il la poussa doucement. La chambre était minuscule, ne contenant qu'un lit à cadre métallique et une petite table. Hit commode. Rose lui tournait le dos, pliant un pull délavé dans un sac à dos usé sur le lit. Elle semblait plus petite et plus fragile que dans son souvenir. Sa voix fut un murmure fantomatique. « Rose !» Elle se figea. Lentement, elle se retourna. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant, une lueur de confusion et de peur en eux. Elle ne le reconnut pas comme l'homme du restaurant. Elle ne vit qu'un grand et imposant étranger en costume chair, debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre temporaire. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, faisant un demi-pas en arrière. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je m'appelle Sébastien Chevalier, » dit-il doucement, levant les mains dans un geste apaisant. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal. J'étais au restaurant l'autre soir, j'ai vu ce qui s'est passé, c'était injuste. » Son expression se durcit. « Si vous venez du restaurant, je n'ai rien à dire. Je pars. »« S'il vous plaît, G. Juste 1 minute, » supplia-t-il, sa voix se brisant. Le son de sa propre vulnérabilité les surprit tous les deux. Il ne s'agit pas du restaurant. Il s'agit de votre pendentif, celui que vous portez. Sa main vola vers sa poitrine, couvrant le pendentif de manière protectrice. « Quoi, mon pendentif ? Puis-je le voir, s'il vous plaît ? C'est plus important que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle hésita, sa peur luttant contre une nouvelle curiosité. Il y avait dans ses yeux une sincérité désespérée qui était troublante mais convaincante. Lentement, prudemment, elle passa la chaîne par-dessus sa tête et la lui tendit, en gardant ses distances. Il ne le lui prit pas. Il le regarda simplement, son regard intense. L'éclat de saphir, murmura-t-il plus pour lui-même que pour elle. À la pointe nord. Il leva les yeux vers elle, ses prunelles brillant de larmes non versées. Puis-je voir le dos ? Son cœur se mit à battre. La chamade. Cet homme connaissait son pendentif. Avec des doigts tremblants, elle le retourna. Le souffle de Sébastien se coupa. Il vit l'écriture élégante et familière qu'il avait tracée 1000 fois dans sa mémoire. Ad astra per aspera. Et en dessous, les initiales qui avaient hanté ses rêves pendant 22 ans. LC et AC. Lucien et Anastasie Chevalier, dit-il, la voix épaisse d'un quart de siècle de chagrin et d'un moment de joie impossible. Rose le fixa, confuse. « Qu'avez-vous dit ? » ?»« Mon nom, » précisa-t-il, son regard fixé sur le sien. « Mon nom de naissance est Lucien Chevalier. Tout le monde m'appelle Sébastien maintenant. Le nom de mon père était Liam. Ma mère s'appelait Amélia. Mais ma petite sœur, le nom de ma sœur était Anastasie. » Le monde sembla basculer sur son axe pour Rose. Lucien et Anastasie, LC et AC, les initiales sur son pendentif. Ce n'était pas possible. C'était le genre de rêverie, de fantasme que elle avait eu, enfant solitaire. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle, la tête lui tournant. « Nous étions sur le bateau de nos parents, » dit-il, l'histoire se déversant de lui maintenant. « Il y a eu une tempête. Elle est arrivée de nulle part. Le bateau a chaviré. J'avais 10 ans. Toi, tu en avais 6. Je me souviens t'avoir tenu la main dans l'eau, mais une vague énorme nous a séparés. Ils m'ont trouvé des heures plus tard, accroché à des débris. Ils ne vous ont jamais retrouvé, ni nos parents. Tu as été déclarée disparue, présumée morte. » Il plongea la main dans son manteau et en sortit un lourd étui à cartes en platine. D'un compartiment caché, il fit glisser une vieille photo délavée. Elle était froissée et usée par des décennies de manipulation. Elle montrait un garçon souriant d'environ 10 ans, le bras autour d'une petite fille aux yeux brillants et au sourire édenté. Autour du cou de la petite fille, clairement visible, se trouvait le pendentif en forme de rose des vents en argent. Rose regarda la photographie, puis le visage de Sébastien, et pour la première fois, elle le vit. La ressemblance n'était pas dans la mâchoire ou le nez, qui avaient été changés par l'âge et les épreuves, mais dans les yeux. Les mêmes yeux gris intenses que le garçon sur la photo. Ses yeux. Le sac à dos glissa de ses doigts engourdis et tomba au sol. La force quitta ses jambes et elle trébucha en arrière, atterrissant sur le bord du lit. « Mon
Mon frère. Le mot semblait étranger sur sa langue. Anastasie, dit-il en faisant un pas de plus, son visage un portrait d'incrédulité et d'émerveillement. Tu as survécu, tu as été en vie tout ce temps. La digue d'une vie de solitude, de questions, de sentiments de dérive totale se rompit enfin. Des sanglots secouèrent le corps de Rose. Pas des larmes de tristesse, mais d'un soulagement écrasant, bouleversant. Elle n'était pas une orpheline, elle n'était personne. Elle n'était pas Rose Moreau, la gamine de l'assistance publique. Elle était Anastasie Chevalier. Elle avait un nom, elle avait une histoire, elle avait un frère. Sébastien s'agenouilla devant elle, ses propres larmes coulant enfin librement. Il ne la toucha pas. Pas encore. Il la laissa simplement le voir, laissa la vérité s'installer entre eux dans la petite chambre stérile. « Je t'ai cherché », suffoqua-t-il. « Pendant des années, j'ai espéré. Mais ils m'ont dit d'arrêter. Ils m'ont dit que tu étais parti. » Elle le regarda à travers ses larmes. Cet étranger puissant et riche qui était, de manière impossible, sa famille. « J'ai toujours eu l'impression qu'il me manquait une partie de moi, » murmura-t-elle. « Maintenant, je sais pourquoi. » Dans le calme du refuge de l'espoir, loin du monde des restaurants scintillants et des conseils d'administration, un frère et une sœur s'éparent, et par la tragédie et le temps se retrouvèrent enfin. La boussole, après une vie passée à tourner, avait enfin pointé vers le nord. Elle avait pointé vers la maison, la petite chambre du refuge de l'espoir, qui quelques instants auparavant semblait être le dernier chapitre de la vie de Rose Moreau, était maintenant le lieu de naissance d'Anastasie Chevalier. L'air était chargé de l'impossible réalité de la situation. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Sébastien resta agenouillé devant elle, son regard fixé sur son visage comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il clignait des yeux. Anastasie. Le nom semblait encore étranger, un vêtement fait pour quelqu'un d'autre. Elle serrait la photographie dans une main et le pendentif dans l'autre, ces deux morceaux d'histoire tangibles. Finalement, Sébastien se releva, ses mouvements lents et délibérés. Il n'était plus le milliardaire froid et autoritaire. Il était simplement un « oh », madame à qui on avait rendu un morceau de son âme. « Nous ne pouvons pas rester ici, dit-il, sa voix douce, comme s'il parlait à un oiseau effarouché. « Laisse-moi te ramener à la maison. » Le mot « maison » sonna faux dans l'esprit d'Anastasie. La maison avait été une série de chambres temporaires, de familles d'accueil et d'appartements exigus. Le concept d'une vraie maison, d'un lieu d'appartenance, était un fantasme abstrait. Elle baissa les yeux sur son sac à dos usé, contenant l'intégralité de ses biens matériels. Puis elle regarda l'homme devant elle, dans son costume parfaitement taillé qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle avait gagné en un an. Le fossé entre leurs deux mondes était un abîme. « Je ne sais pas, » balbutia-t-elle, ressentant une soudaine envie irrépressible de fuir. C'était trop vite. « Je ne peux pas simplement... » Sébastien comprit. Il vit la panique dans ses yeux. Il devait en cran, et la situation, la rendre réelle mais pas terrifiante. « D'accord. Une chose à la fois, dit-il, sa voix calme et rassurante. D'abord, sortons-toi d'ici. Tu n'as rien à décider. Tu n'as rien à faire. Laisse-moi juste m'assurer que tu es en sécurité. S'il te plaît, Anastasie. » L'entendre prononcer à nouveau son nom lui fit parcourir un frisson. C'était réel. Elle plongea son regard dans le sien, ses yeux, et ne vit pas un étranger, mais le garçon de la photographie. Elle fit un petit signe de tête tremblant. Sébastien passa un bref appel téléphonique. « Marc, amène la voiture devant le refuge de l'espoir. Fais en sorte qu'une équipe de sécurité surveille la zone et maintienne une distance discrète. Pas de presse, personne ne s'approche. Et annule tout mon emploi du temps pour la semaine prochaine. » En sortant du foyer, Anastasie sentit les yeux de la réceptionniste sur elle. L'expression de la femme était d'un pur étonnement, alors qu'elle regardait la jeune femme, qui s'était enregistrée une heure plus tôt, démunie et vaincue, partir maintenant avec le tristement célèbre Sébastien Chevalier. Dès qu'ils furent dehors, le gouffre entre leurs mondes devint aveuglant. Une élégante Audi A8 noire, silencieuse et imposante, attendait au bord du trottoir. Un homme à l'allure professionnelle, Marc, tenait la portière arrière ouverte. Anastasie hésita, serrant la sangle de son sac à dos. C'était une voiture qu'elle n'avait vue que dans les films. C'était comme poser le pied sur une autre planète. Sébastien posa doucement une main sur son coude. « C'est bon, » murmura-t-il. « Je suis là. » Elle se glissa dans l'intérieur en cuir moelleux,
la portière se refermant avec un bruit sourd et solide qui isola les sons de la ville. La voiture sentait le cuir et la richesse discrète. Sébastien monta à côté d'elle et le véhicule s'éloigna du trottoir avec une grâce douce et silencieuse. Anastasie regarda la façade terne du refuge de l'espoir s'éloigner, le dernier vestige de son ancienne vie disparaissant dans le rétroviseur. Ils roulèrent en silence pendant un moment, les lumières de la ville filant derrière les vitres teintées. Anastasie regardait dehors, observant le monde qu'elle connaissait, les arrêts de bus, les restaurants bon marché, les laveries automatiques, défiler depuis l'intérieur d'une bulle de luxe impossible. « Où allons-nous » demanda-t-elle finalement, sa voix faible. « Chez moi, » répondit Sébastien. « Notre maison pour le moment. C'est calme, c'est privé. Personne ne t'y dérangera. » Il marqua une pause, puis ajouta « Il y a des choses que j'ai gardées, des choses qui appartenaient à nos parents, des photographies. Ta chambre, je ne l'ai jamais changée. » L'idée d'une chambre restée intacte pendant 22 ans, attendant un fantôme, fit déferler une nouvelle vague d'émotions en elle. Lorsqu'ils arrivèrent au garage souterrain privé de son immeuble, il la conduisit à un ascenseur privé. Il s'ouvrit directement sur son appartement, un espace tentaculaire et à couper le souffle, fait de verre, d'acier et d'art minimaliste. La ville entière scintillait en contrebas comme un tapis de diamants éparpillés. C'était magnifique, mais c'était aussi froid, vaste et terriblement solitaire. Anastasie se sentit comme un moineau dans une cathédrale. « Je sais que ça fait beaucoup, » dit Sébastien, sentant son malaise. « Il y a une aile pour les invités. C'est plus confortable, moins austère. J'ai demandé au personnel de la préparer pour toi. Des vêtements propres, tout ce dont tu as besoin. J'ai mon sac à dos, dit-elle en le soulevant légèrement, un bouclier pathétique contre cette nouvelle réalité. Une expression peinée traversa le visage de Sébastien. Bien sûr, dit-il rapidement. Il n'insisterait pas. Il la enduisit à une suite de pièces plus grandes que n'importe quel appartement dans lequel elle avait jamais vécu, avec un lit moelleux, une salle de bain privée remplie de produits de luxe et une fenêtre avec la même vue imprenable. « Repose-toi, dit-il depuis le seuil. Nous pourrons parler quand tu seras prête. Ou nous pouvons ne pas parler du tout. Repose-toi, c'est tout. » Il partit, refermant doucement la porte derrière lui. Anastasie se tenait au centre de la pièce, son sac à dos toujours en bandoulière. Elle se dirigea vers la fenêtre et pressa sa main contre la vitre froide. Elle était ici, dans ce palais céleste, mais elle ne s'était jamais sentie aussi perdue. Elle n'était plus Rose Moreau, mais elle ne savait pas comment être Anastasie Chevalier. Plus tard dans la soirée, après une longue douche où elle laissa l'eau chaude laver la crasse de la semaine passée, elle trouva Sébastien dans un grand bureau. Il regardait un document, encadré au mur, une carte. « C'est une carte marine de la zone où le bateau a coulé, » dit-il sans se retourner. « J'ai passé des années à l'étudier avec des experts, cherchant un courant différent, une possibilité différente, n'importe quoi pour expliquer comment ils auraient pu te manquer. » Il se tourna vers elle. Il avait troqué son costume pour un simple pull en cachemire gris, paraissant plus jeune et moins redoutable. « Ils m'ont dit que tu étais parti, » dit-il, la voix brute. « Un pédopsychiatre m'a dit que j'avais inventé le souvenir de ta survie pour faire face au traumatisme. Pendant des années, je me suis laissé les croire. C'était plus facile que l'espoir qui était atroce. »« Je ne me souviens pas, » avoua Anastasie, sa voix à peine un murmure. « J'ai des rêves parfois. De l'eau, la couleur bleue, une sensation de froid, et une chanson, une berceuse. C'est tout. » Les yeux de Sébastien s'emplirent de larmes. « Maman te chantait une berceuse tous les soirs sur une étoile d'argent. Les pièces étaient éparpillées, mais elles commençaient à s'assembler. Ils passèrent l'heure suivante à parler, remplissant les vastes espaces vides de leur histoire commune. Ils parlent de leurs parents, de leur maison d'enfance, de sa vie solitaire après l'accident. Elle parla du flou des familles d'accueil, du sentiment constant d'être une étrangère, de l'indépendance féroce qu'elle avait dû cultiver pour survivre. Alors qu'elle parlait de son licenciement, l'expression de Sébastien se durcit, le frère réconfortant étant momentanément remplacé par le PDG, impitoyable. Il prit son téléphone. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle. « Je règle une affaire en suspens, » dit-il, la voix plate et froide. Il composa un numéro. « Passez-moi Jonathan Lambert » ordonna-t-il sans préambule. Un instant plus tard, « Lambert, c'est Chevalier. Votre carrière dans l'hôtellerie est terminée. Vous serez licencié d'ici demain matin. Si jamais vous retravaillez dans cette ville, à quelque titre que ce soit, j'acquérai personnellement l'entreprise qui vous embauche et je liquiderai votre poste. Au revoir. »
Il raccrocha. Anastasie fut stupéfaite par le pouvoir désinvolte et absolu dans sa voix. « Et Madame Delacroix ?» demanda-t-elle. « Elle est un problème plus complexe, » dit Sébastien, la mâchoire serrée. « Elle a commis une fraude. Elle vous a piégé. Elle mérite d'être en prison. » Il regarda Anastasie, son expression s'adoucissant. « Mais son sort n'est pas ma décision. C'est la vôtre. Dites-moi ce que vous voulez qu'il lui arrive, et ce sera fait. » Anastasie réfléchit longuement. Son premier instinct fut la colère, un désir de vengeance contre la femme qui l'avait humiliée et poussée au bord du gouffre. Mais ensuite, elle pensa à la terreur abjecte sur le visage de Béatrice, alors qu'elle serait exposée et ruinée. Elle avait vécu une vie d'impuissance. Elle ne voulait pas que son premier acte de pouvoir soit un acte de pure destruction. « Je ne veux pas qu'elle aille en prison, » dit-elle finalement, se surprenant elle-même. « Je veux qu'elle paie. Je veux que chaque euro qu'elle a essayé d'escroquer au restaurant soit donné au refuge de l'espoir. Je veux qu'elle vende ses faux bijoux et ses vrais vêtements et qu'elle donne aussi cet argent. Et je veux qu'elle travaille. Je veux qu'elle soit bénévole à la soupe populaire du foyer pendant 1 an. Je veux qu'elle voie à quoi ressemble le vrai désespoir. » Sébastien la dévisagea, un lent sourire se dessinant sur son visage. C'était la première fois qu'elle le voyait vraiment sourire. Dans sa décision, il ne vit pas de la faiblesse, mais une force et une compassion qui avaient survécu à tout. Il vit le cœur de la sœur dont il se souvenait. « Considère que c'est fait, » dit-il. Il se dirigea en suite vers un coffre-fort caché derrière un tableau et en sortit une petite boîte recouverte de velours. Il l'ouvrit. À l'intérieur, nichée sur un lit de soie bleu foncé, se trouvait une lourde chevalière en argent. Elle était gravée de la même rose des vents que son pendentif. « Celle de père, » dit-il. « Il les a fait faire en ensemble, une pour lui, une pour toi. » Il la prit et montra l'intérieur de l'anneau. Y était gravée la même devise, « Ad astra per aspera ». Il la tint à côté de son pendentif qu'elle avait posé sur le bureau. Les 2 pièces d'argent, séparées pendant 22 ans, étaient enfin réunies. Frère et sœur, Lucien et Anastasie, la boussole et la bague. Pour la première fois, en regardant les 2 objets ensemble dans le luxe tranquille du bureau, cela semblait complètement, indéniablement réel. « Bienvenue à la maison, Anastasie, » dit Sébastien, la voix chargée d'émotion. Et pour la première fois, elle ne tressaillit, lit pas au mot. Elle était à la maison. Le lendemain matin, Anastasie se réveilla pour la première fois, non pas au son d'une alarme stridente ou du bruit de la circulation dans une rue sordide, mais au silence. Un silence profond et paisible qu'elle n'avait jamais connu. La lumière du soleil filtrait à travers les immenses fenêtres, baignant la pièce d'une lueur dorée. Pendant un instant désorientée, elle ne sut pas où elle était. Puis tout lui revint en un flot écrasant. Le restaurant, l'accusation, Sébastien, la photo, son nom, Anastasie. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, son reflet superposé à la vue panoramique de la ville qui s'éveillait. Elle portait un pyjama en soie douce qu'elle avait trouvé plié sur son lit, une sensation étrange et luxueuse contre sa peau. Autour de son cou, le pendentif semblait différent, non plus lourd de solitude, mais vibrant d'une histoire retrouvée. Elle le tenait dans sa paume, traçant l'arrow, se dévant lorsque quelqu'un frappa doucement à la porte. C'était Sébastien. Il tenait 2 tasses de café. « Je me suis dit que tu pourrais en vouloir un, » dit-il, sa voix encore un peu rauque du matin. Il y avait une maladresse entre eux, la familiarité de leur sang luttant contre les décennies d'étrangeté. « Merci, » dit-elle en prenant la tasse. Ils restèrent de là un moment, buvant leur café en silence, regardant la ville. « J'ai parlé à Marc ce matin, » dit finalement Sébastien. « Les dispositions pour Madame Delacroix sont en place. Mes avocats lui ont rendu une visite, disons, convaincante. Elle a accepté toutes tes conditions. La première donation au refuge sera faite aujourd'hui. Son service communautaire commencera la semaine prochaine. » Anastasie hocha la tête, un sentiment de justice tranquille s'installant en elle. Ce n'était pas de la vengeance, mais un rééquilibrage. Et, Monsieur Lambert, son casier était déjà vidé quand il est arrivé au travail ce matin. L'industrie est à la petite. Il ne trouvera pas de poste de direction de sitôt. Il but une gorgée de son café. Anastasie, il y a autre chose. Les finances. Tu es l'héritière de la moitié de la fortune de nos parents. Elle a été placée dans un trust, accumulant des intérêts depuis 22 ans. C'est une somme considérable. Anastasie faillit laisser tomber sa tasse. L'argent, c'était une chose à laquelle elle n'avait même pas pensé.
Hier, elle s'inquiétait de trouver 50 €. Aujourd'hui, je ne sais même pas quoi faire avec ça, murmura-t-elle, complètement dépassée. Tu n'as rien à faire pour l'instant, la rassura Sébastien. Prends ton temps. C'est à toi. C'est ton droit de naissance. Il posa sa tasse et la regarda, son expression sérieuse. Nous avons 22 ans à rattraper. Il y a tant de choses que je veux te montrer, te raconter. La maison de campagne où nous passions nos étés, les albums photos que j'ai gardés. Mais nous irons à ton rythme. Quel que soit ton choix, je serai là. Les larmes piquèrent à nouveau les yeux d'Anastasie, mais cette fois, elles n'étaient pas dues au chagrin ou au désespoir. C'était une émotion nouvelle, un mélange de gratitude et d'une joie si profonde qu'elle en était douloureuse. Toute sa vie, elle avait été seule, une barque sans gouvernail. Maintenant, elle avait une ancre, elle avait un port, elle avait un frère. Elle leva la main et toucha le pendentif, la rose des vents, un instrument pour trouver son chemin. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression de savoir où se trouvait le nord. C'était ici, dans ce penthus silencieux au-dessus de la ville, à côté de ce frère autrefois perdu qui, comme elle, apprenait à naviguer dans ce nouveau monde qu'ils avaient retrouvé ensemble. Le voyage serait long, semé des fantômes du passé et des défis dus, un avenir inimaginable, mais ils n'étaient plus à la dérive. Guidés par une boussole en argent et un amour fraternel qui avait survécu à la tempête, ils étaient enfin rentrés à la maison,